Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, cette invitation, si j'ai bien compris, elle découle de, de la connaissance que vous avez eue d'un article que j'avais rédigé, enfin d'une intervention que j'avais faite et d'un article que j'avais rédigé qui s'appelait L'image de l'étranger au prisme des lois sur l'immigration. Et en fait, ce texte, enfin cette intervention, je l'avais faite en 2011. Et bien sûr, je l'ai remise à jour avec les lois récentes. Et je dois dire que, bien sûr, la loi Darmanin n'a fait que renforcer, je dirais, la pertinence, malheureusement, de mon analyse. Alors, comme la plupart d'entre vous n'êtes pas juriste, même si je pense que vous avez été obligé de vous frotter un peu à la législation sur les étrangers, je voudrais en préalable expliquer un petit peu cette problématique. C'est-à-dire que le droit, évidemment, il a une fonction instrumentale, c'est-à-dire qu'il est là pour régir les rapports sociaux concrets, dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais il remplit aussi ce que j'appelle une fonction symbolique, c'est-à-dire qu'il agit sur les représentations collectives, il donne, comme il est porteur de légitimité, il offre une certaine vision de l'ordre social. Et donc, le droit, c'est aussi un discours. C'est un discours qui propose une certaine vision de l'ordre social et influe donc sur les représentations collectives. Et évidemment, le meilleur terrain, le meilleur terrain qu'on peut trouver pour remettre cette hypothèse à l'épreuve, c'est justement la législation sur les étrangers qui est contenue pour l'essentiel dans ce fameux CESEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors, ce code, il s'applique essentiellement aux étrangers, euh, bien sûr, de temps en temps aussi aux autres, ne serait-ce que les conjoints ou les parents, la famille des étrangers, ou les fameux aidants, les fameux délinquants de la solidarité. Mais ces normes, ces règles de droit vont produire des effets bien au-delà de ses destinataires immédiats, parce qu'ils diffusent une certaine idée de la place de l'étranger dans la société française, des droits respectifs des étrangers et des nationaux, et finalement, je pense qu'ils contribuent à persuader chacun du caractère inéluctable et incontestable de la situation créée ainsi par les textes. Et euh, non seulement d'ailleurs, vous me direz, tout le monde ne va pas lire le CESEDA, j'en conviens, mais au moment, par exemple, des débats sur la réforme du CESEDA, on voit bien comment ici, le droit et la politique et l'idéologie sont extrêmement mélangés. Et ça se voit aujourd'hui encore plus avec les projets de remise en cause du droit du sol. Alors, on a donc un ensemble normatif touffu, complexe, dont le CESEDA est l'élément essentiel, mais on parlera peut-être aussi un tout petit peu du code pénal et du code civil, du droit de la nationalité. Et je dirais qu'en ressort la vision d'un individu à part, dangereux, délinquant en puissance, fraudeur, polygame, machiste, etc., etc. Et cetera. Et comme je l'ai dit, cette démonstration, je l'avais faite pour l'essentiel en 2011 et j'ai essayé de mettre à jour. Alors, c'est peut-être pas 100% à jour parce que bon, la loi, ça fait pas longtemps qu'elle a été votée, mais enfin, en gros, j'ai essayé de le mettre à jour pour intégrer les éléments qu'il y avait dans la loi Darmanin à l'appui de ma démonstration. Alors, je vais partir euh, de l'ordonnance du 2 novembre 45. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à vous, ça dépend quand vous avez commencé à vous intéresser aux droits des étrangers, mais disons qu'avant 2005, il n'y avait pas un CESEDA, il y avait une ordonnance du 2 novembre 1945, alors qui avait été adoptée à la Libération
qui était une ordonnance, parce que 1945, c'est avant 1946. J'enfonce des portes ouvertes, mais pas tellement. 1946, c'est le début de la quatrième République. Donc en 1945, il n'y a pas de Parlement, donc c'est le gouvernement qui légifère par ordonnance. Bien sûr, comme cette ordonnance a la valeur législative, après, quand on l'a modifiée, on a fait la loi Bonnet, la loi Defferre, etc., etc. Bref, où est-ce que je veux en venir? C'est que cette ordonnance, elle faisait moins de 3 pages de journal officiel. 3 pages denses, hein, et 3 pages. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de voir au départ, qu'est-ce qu'il y avait dans cette ordonnance, quelle image de l'étranger ressortait de cette ordonnance. Et je dirais que cette image, cette vision, elle était à la fois classique et rudimentaire. Alors, l'étranger était soumis à un régime de police. D'ailleurs, ce qui est assez significatif, c'est que on parle pour caractériser la législation sur les étrangers de police des étrangers. Donc, c'est bien une vision de police, mais un régime de police. Et en fait, il y avait l'énoncé très succinct des conditions d'entrée sur le territoire, l'obligation de solliciter un titre de séjour au-delà de 3 mois et bien entendu la possibilité d'être expulsé en cas de menace pour l'ordre public. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été le cas. Tout étranger a toujours pu être expulsé en cas de menace pour l'ordre public. Et en fait, on voit comment l'étranger est appréhendé ici essentiellement comme force de travail. Parmi les conditions d'entrée, on ne parle pas de la famille, on parle uniquement de l'obligation faite à l'étranger venu en France pour exercer une activité professionnelle salariée de présenter un contrat de travail qui doit être visé par les services de la main-d'œuvre. On dit bien que l'étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans autorisation préalable pour une formation et une zone déterminée. Et puis, l'ordonnance crée un office national d'immigration, qui est l'ancêtre, très, très, très ancêtre de l'OFII, qui a le monopole de l'introduction en France des travailleurs étrangers. Alors, tout ça, en fait, a sauté complètement. En vérité, n'a jamais été appliqué puisque la plupart des étrangers, 80% des étrangers, dans les années 60, venaient sans avoir respecté ça, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit tel qu'il est rédigé. Et de fait, la figure du travailleur immigré va rester dominante, sinon exclusive, et le restera jusqu'au milieu des années 70 avec la fameuse suspension et en fait arrêt de l'immigration de travail. Alors, image rudimentaire, et cette image, en fait, si on regarde l'actuelle CESEDA, elle s'est, avec beaucoup de guillemets, enrichie. Elle s'est enrichie parce qu'elle a intégré toutes les inquiétudes et tous les fantasmes qui s'attachent aujourd'hui à la personne de l'étranger et que les textes, comme je l'ai dit, à la fois reflètent, mais contribuent à perpétuer. Au risque classique pour la sécurité est venu s'ajouter le risque migratoire et pire encore, plus grave encore, le fameux risque pour l'identité nationale. Et comme je le disais tout à l'heure, du CESEDA ressort la vision d'un individu à part, un être dangereux, délinquant en puissance, fraudeur, polygame, machiste, violent, et qu'il convient d'éduquer en lui inculquant les valeurs de la République. Alors, une catégorie d'individus à part. Euh, j'avais, j'avais fait l'hypothèse à propos de la législation antisémite de Vichy, selon laquelle le fait d'avoir promulgué un statut des Juifs avait contribué à, euh, à imprimer dans les esprits la vision d'une société fondée sur le partage entre deux races distinctes, les Juifs et les Aryens, et à faire admettre l'exclusion des Juifs comme normale, cette idée d'une législation à part. Alors, toute proportion gardée, parce que la comparaison pas la mener plus loin, mais toute proportion gardée, dans un contexte très différent, sans prétendre assimiler le sort des étrangers d'aujourd'hui à celui des Juifs d'hier, le fait est que l'existence d'une législation spécifique relative aux étrangers va forcément conforter l'idée d'une différence radicale entre nationaux et étrangers. Et
finalement, le fait d'inscrire des restrictions à leurs droits dans des textes va contribuer à les marquer du sceau de l'évidence, bien plus que si elle n'était que l'expression d'un arbitraire administratif. C'est là que la loi, si vous voulez, porte en elle un facteur de légitimation. Alors, le Conseil constitutionnel, qui a été, enfin, maintenant vous le savez, ça a été tellement dit ces derniers temps, mais le fait est que le Conseil constitutionnel a systématiquement été, enfin consulté, euh, a été a dû vérifier la conformité des différentes lois à la Constitution. Et dans une décision de 1993 qui était rendue à propos de la loi Pasqua, qui était vraiment l'ancêtre, mais finalement l'ancêtre de la loi, de la, je dirais de la loi actuelle, de la loi Darmanin, euh, le Conseil constitutionnel, donc, euh, on dit qu'il a posé là les bases du statut constitutionnel des étrangers. Bon, parce qu'il va poser quelques principes. Et il énumère les droits fondamentaux qu'on doit reconnaître aux étrangers. Il y a quand même l'universalité des droits de l'homme, hein. Ce qui n'interdit pas, bien sûr, d'en restreindre l'exercice si et dans la mesure où l'intérêt de l'État l'exige, et en fait, il l'exige tellement souvent qu'il ne reste plus beaucoup tellement de ses droits, mais surtout, il poursuit son raisonnement en ces termes. Il dit, aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Bon, c'est le principe de la souveraineté territoriale des États. Les étrangers n'ont jamais le droit, n'ont pas, il n'y a aucune règle de valeur constitutionnelle qui leur assure ceci. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative. L'autorité publique peut avoir des pouvoirs étendus. Le législateur peut ainsi mettre en œuvre des objectifs d'intérêt général. Et dans ce cadre, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux. C'est cette phrase aussi qui est intéressante parce que vous avez bien sûr ici des postulats de nature politique, c'est-à-dire que la souveraineté territoriale des États est reconnue internationalement. La France est un État souverain, mais sous-entendu, la distinction entre nationaux et étrangers est constitutive de l'État-nation, et tout ceci va être converti en règles de droit. Et du coup, on a l'impression qu'il y a ici une sorte de légitimité au-dessus de tout soupçon, hein, des postulats idéologiques qu'on convertit en règles juridiques. Et donc, la vision des étrangers qui se dégage de la législation, c'est d'abord des individus à part de la collectivité nationale, soumis logiquement à un statut différent et infiniment plus contraignant que celui des nationaux pour entrer sur le territoire, pour y demeurer, pour y travailler. Il faut solliciter une autorisation. C'est la fameuse notion de police des étrangers. Et bien entendu, ils n'ont aucune assurance de n'être pas un jour éloignés, soit parce qu'ils n'ont plus ces autorisations, soit parce qu'ils troublent l'ordre public. Et justement, la surabondance des dispositions répressives va inciter à se représenter l'étranger comme un être foncièrement dangereux. Donc, effectivement, deuxième élément, l'étranger dangereux. Alors là, évidemment, c'est pas nouveau. Je veux dire, de tout temps, on a considéré que les étrangers étaient dangereux. Ça, c'est pas nouveau. Dangereux à la fois parce qu'ils sont étrangers au corps de la nation, dangereux parce qu'ils peuvent être espions, parce qu'ils peuvent être... Bon. Donc, toute une série de raisons pour lesquelles on s'est toujours méfié des étrangers, comme on se méfie d'ailleurs de tout ce qui remue. Et on voit bien comment le livret ouvrier ou bien les règles concernant les gens du voyage euh, ont, ont toujours, c'est toujours inquiétant des choses qu'on ne peut pas situer, des choses qui... Donc, que l'étranger soit dangereux, c'est hélas quelque chose qui remonte à la nuit des temps et de fait, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace, depuis 1981, une menace grave
pour l'ordre public. Bon, c'est bien d'avoir rajouté grave, mais après, c'est typiquement ce que les juristes appellent des standards. Et donc grave, qui va dire que c'est grave? C'est l'administration. Le juge repassera derrière dans le meilleur des cas. Mais tout ça, bien sûr, reste aléatoire. Mais en fait, ce qui est nouveau dans le CESEDA, c'est que la notion d'ordre public, elle irrigue aujourd'hui l'ensemble du CESEDA. Avant, c'était l'expulsion pour motif d'ordre public. OK. Donc, dans la version antérieure à la recodification de 2020, puisque le CESEDA a été recodifié en 2020, elle y apparaissait cette notion sur un mode répétitif tout au long du texte et bien au-delà de l'hypothèse de l'expulsion. L'expression sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public revenait, alors j'avais compté à l'époque, à 12 reprises comme motif permettant de refuser le droit de séjour, le droit au séjour à des personnes qui ont normalement vocation pour l'obtenir, les citoyens de l'Union européenne et les membres de la famille, le parent d'un enfant mineur malade, certaines catégories d'étudiants, même ceux qui peuvent prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte vie privée et familiale en raison de leur attache en France, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, etc., etc., etc. Je vous fais grâce du reste. Alors, la recodification a mis en quelque sorte en facteur commun plusieurs de ces hypothèses avec une section 2 d'un livre 4, réserve liée à l'ordre public et à la polygamie. Je reviendrai sur la polygamie tout à l'heure. Mais du coup, cette répétition est moins fréquente, sauf que j'ai compté sur le CESEDA issu de la loi Darmanin, le mot ordre public revient tout de même 65 fois. Voilà. Le mot menace, que ce soit pour l'ordre public ou la sûreté de l'État ou un intérêt fondamental de la nation, 66 fois, dont 20 fois menace grave. Ça vous donne quand même une idée. Alors, il y a aussi des hypothèses analogues du même genre, où c'est formulé un peu différemment. Il y a avec des variantes. Euh, euh, pour l'OQTF, pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Donc, mais en gros, on voit bien cette menace et la menace grave pour l'ordre public au cours de la procédure d'éloignement peut aussi justifier une nouvelle prolongation du maintien en rétention, etc., etc. Or, en réalité, pour beaucoup des catégories d'étrangers visés, la probabilité qu'ils représentent une menace pour l'ordre public est en réalité infime. Et les rédacteurs de la loi en ont forcément conscience. La preuve, c'est que la menace pour l'ordre public, dans un certain nombre de cas, ne débouche pas directement sur une mesure d'éloignement, mais seulement sur un refus de séjour qui placera l'intéressé en situation irrégulière. Et donc, à quoi sert cette litanie, cette référence réitérée comme un leitmotiv à l'ordre public, sinon à ancrer dans les esprits l'idée que l'étranger est par hypothèse dangereux, même si ce danger n'est pas suffisamment grave pour justifier son expulsion. Alors je dis ça, mais c'est vrai qu'avec la loi Darmanin, on pourra, à défaut de l'expulser, on pourra prononcer une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc, être dangereux, mais aussi délinquant en puissance. Puisqu'il est présumé représenter une menace pour l'ordre public, il apparaît aussi comme un délinquant en puissance et cette présomption est renforcée par le fait d'avoir érigé en délit toute infraction aux règles sur l'entrée et le séjour. L'étranger qui reste ou qui bascule dans l'irrégularité devient un délinquant, et ceci est d'autant moins anodin que la sévérité des sanctions a été continuellement renforcée et qu'un réseau de contrôle de plus en plus dense a été tissé autour de l'étranger pour assurer l'effectivité de ces sanctions. Alors, il y a juste le séjour irrégulier qui, en tant que tel, n'est plus un délit, pour des raisons d'ailleurs qui font un peu, enfin rêver dans le mauvais sens du mot.
En fait, le délit de séjour irrégulier a été supprimé. Alors, les sénateurs ont voulu le remettre dans la loi, mais le Conseil constitutionnel a dit c'est pas le sujet, donc on va l'invalider. Euh, Juste une petite parenthèse. Pourquoi le délit de séjour irrégulier, pas d'entrée, hein, mais de séjour irrégulier en tant que tel, a été abrogé? Parce que il existe, vous le savez peut-être, une directive retour au niveau de l'Union européenne, une directive retour tellement désagréable, je dirais, que les associations l'avaient appelée la directive de la honte. Cette directive, en fait, elle vise à ce que toute personne en situation irrégulière soit chassée du territoire européen. Et donc, le raisonnement de la Cour, bon, il est un peu pervers. Si vous faites du séjour irrégulier un délit, ça veut dire que vous allez éventuellement les mettre en prison. Et donc, ça ne fera que retarder le moment où vous les éloignerez. Et d'ailleurs, les sénateurs qui ont, dans le projet de loi Darmanin, ajouté, enfin, voulu réintégrer un délit de séjour irrégulier, ont fait attention à punir ce délit d'une peine d'amende très élevée et d'une peine d'interdiction du territoire français, mais surtout pas d'une peine de prison. Donc, je referme la parenthèse. Et de fait, donc, sont punis de peine de prison et d'amende, en général assortie d'une peine d'interdiction du territoire français, l'entrée irrégulière, l'aide à l'entrée au séjour irrégulier, ça vous savez, qui s'applique, elle, alors plutôt à des nationaux ou à des étrangers en situation régulière, mais aussi, j'y reviendrai, la reconnaissance d'enfants et le mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, donc j'y reviendrai, le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, qui est quand même beaucoup plus à une mesure de refus d'entrée en France, ou à un erraté d'expulsion, ou à une mesure de reconduite à la frontière, ou le fait de ne pas présenter les documents de voyage permettant l'exécution d'une de ces mesures. La question s'est posée au moment du Covid de savoir si le refus de se laisser tester ne devait pas être considéré comme entrant dans ces catégories. Pourquoi? Parce que comme certains pays étrangers, certains pays de renvoi où on voulait renvoyer les gens exigeaient euh, un, un, un test négatif, si vous refusiez de vous faire tester, on ne pouvait pas vous renvoyer. Donc il y a eu toute une jurisprudence là-dessus. Vous voyez jusqu'où ça va. Alors, de cette pénalisation du séjour irrégulier découle quand même une série de conséquences, là encore, qu'on a sur la vision de l'étranger. Puisque les étrangers en situation irrégulière sont des délinquants, il est normal de les punir, normal de chercher à les repérer, contrôle d'identité sélectif, normal de leur refuser des droits aussi élémentaires que de se soigner, de vivre en famille, normal de les dénoncer, puisque on ne peut pas, dans un état de droit, laisser la délinquance impunie, normal de les enfermer, d'utiliser la violence pour les renvoyer, etc., etc. C'est-à-dire que par un processus circulaire, je dirais, la pénalisation qui transforme l'étranger en délinquant va concourir à légitimer la répression dont il fait l'objet et qui est devenue un élément central de la politique d'immigration. Alors, l'étranger est dangereux, c'est un délinquant, mais il est fraudeur. Euh, Si la législation a réduit progressivement les possibilités d'obtenir un titre de séjour, ça, on l'a bien vu progressivement, donc une précarisation du droit au séjour, il y a quand même certaines catégories d'étrangers qui continuent, au moins sur le papier, à bénéficier de dispositions plus favorables au nom de droits fondamentaux comme le droit d'asile ou le droit au respect de la vie privée et familiale. Mais justement, ça se retourne contre eux, parce que, précisément pour cette raison, les étrangers
vont être suspectés de vouloir tourner les lois restrictives en se réclamant d'une qualité usurpée. Alors, à vrai dire, ça n'est pas nouveau. Dès 1974, c'est-à-dire dès le moment donc, où on a décidé de suspendre durablement l'immigration de travail. On a dit, bien sûr, on laisse l'immigration familiale, on laisse les étudiants, et bien sûr, on laisse le droit d'asile. Sauf que c'est là qu'a commencé une véritable suspicion, si vous voulez, les faux réfugiés, les faux étudiants, les faux touristes, les conjoints de complaisance, j'y reviens, la réalité des craintes de persécution, la réalité, le sérieux des études, la réalité des liens familiaux. Donc tout ça, c'était une suspicion qui sous-tendait les pratiques administratives, mais qui aujourd'hui a été intégrée dans la législation. C'est-à-dire que c'est la législation qui porte la marque de cette défiance systématique envers les étrangers qu'on soupçonne de vouloir détourner les textes, les lois, en se réclamant d'une qualité usurpée. Euh, donc, par exemple, le fait d'utiliser le mariage, et bien sûr spécialement le mariage avec un Français, ou encore la filiation, pour obtenir, pour soi-même ou pour ses enfants mineurs, un droit de séjour en France ou un accès facilité à la nationalité française. Euh, alors, pour faire échec à ces détournements supposés, le législateur a recours à trois méthodes. La plus classique consiste à restreindre les droits attachés à la qualité de conjoint ou de parent, en subordonnant l'accès au séjour à des conditions supplémentaires comme la durée du mariage, l'exercice de l'autorité parentale, la preuve de l'entretien de l'enfant, ou en ne conférant aux intéressés qu'un droit au séjour précaire. Il faut savoir qu'à une époque, c'était la carte de 10 ans qu'on donnait aux conjoints de Français ou aux parents d'enfants français. Aujourd'hui, au contraire, on leur donne systématiquement une carte de séjour temporaire. La loi de 2003 puis la loi de 2006 ont donc supprimé progressivement l'accès de plein droit pour les conjoints de Français. Euh, alors, pour mieux verrouiller le dispositif, on précise que dans le calcul des 5 années de résidence exigées dans le cas général pour l'accès à une carte de résident, les années sous couvert d'une carte de séjour temporaire qui auraient été retirées par l'administration sur la présomption d'un mariage de complaisance ne sont pas pris en compte. Bon, et donc on a là une hypothèse hautement improbable, c'est-à-dire que l'administration aurait quand même remis au conjoint étranger, après le retrait du titre de séjour pour fraude, un autre titre de séjour, ce qui est complètement improbable. Euh, donc, pourquoi donc cet ajout inutile? Sinon, pour consolider encore un peu plus l'image d'un étranger fraudeur. Alors, ça, c'est pour le titre de séjour. Parallèlement, on a agi sur l'acquisition de la nationalité française. Le conjoint d'un ressortissant français peut acquérir la nationalité française par simple déclaration. Sauf que là, on a tellement, comment dirais-je, on a tellement resserré les conditions que il est aujourd'hui sans doute plus facile d'obtenir la naturalisation que la déclaration, que la nationalité par déclaration. Bon, au départ, en 1973, on pouvait souscrire à la déclaration sans délai. En 84, 6 mois. En 93, 2 ans. Quand même, sauf si le couple avait donné naissance à un enfant, parce qu'on se disait, s'il a donné naissance à un enfant, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui fait que c'est pas juste un mariage de complaisance, il s'est passé quelque chose. Sauf que même ça, ça a été supprimé. Et on a allongé à 3 ans la durée de vie commune, tant affective que matérielle. Alors matérielle, on voit à peu près, affective, je ne sais pas ce que c'est que la communauté de vie affective. Bon.
Et il fallait ensuite, et puis 4 ans aujourd'hui, et même 5 si le couple a vécu à l'étranger. Et finalement, la durée pour demander la naturalisation, elle est de 5 ans. Donc, vous voyez, la différence n'est plus tellement grande. Donc, en plus, une fois que la déclaration est faite, on a allongé le délai dont dispose le gouvernement, une fois la déclaration effectuée, 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans. Et puis le ministère public peut encore contester l'enregistrement de la déclaration pendant un délai de 2 ans. En cas de mensonge ou de fraude, ce délai de 2 ans à compter de la découverte, etc., etc. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement constitue une présomption de fraude, alors que par hypothèse, le couple totalisait au moins 4 ans de vie commune préalable. Et donc, si on met bout à bout ces délais, c'est au bout de 7 ans que le conjoint aura la certitude d'être bien devenu français. Donc, première méthode, rajouter des conditions. La deuxième méthode, pour parer au détournement de la loi, ça consiste à modifier le code civil lui-même pour exercer un contrôle en amont sur les actes d'état civil ou sur le mariage. Alors, il y a alors là, je ne peux pas en parler, c'est trop compliqué. Enfin, c'est parce que c'est très technique. Même moi, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. La question de l'authenticité, de la remise en cause systématique de l'authenticité des actes d'état civil délivrés à l'étranger, ça c'est un gros problème dont peut-être vous êtes vous-même témoin, puisque je pense qu'en tant qu'interprète, enfin en tant que vous avez sans doute vous, enfin, vous mêler de ça, à voir ces questions-là. Et puis en 2003, on a décidé que les futurs époux pouvaient être auditionnés par l'officier d'état civil avant la publicité des bans. Alors, donc c'est la règle. Là, c'est la règle. On ne dit pas s'il y a doute, il doit faire. Non, on dit le contraire. Il doit procéder, sauf si cette audition n'apparaît pas nécessaire, parce qu'il n'existe aucun doute sur la réalité du consentement. Donc vous voyez bien que le consentement, en vérité, c'est le mariage de complaisance qui est visé. Le procureur de la République peut à son tour ordonner qu'il soit sursis au mariage pour vérifier tout ça. Et d'ailleurs, j'étais tombée sur une circulaire de la chancellerie de 2010, donc du ministère de la Justice, relative à la lutte contre les mariages simulés et qui énumère les indices ou indicateurs de simulation du mariage, parmi lesquels, évidemment, la situation irrégulière d'un des époux. Et on leur dit, voilà comment il faut faire, poser des questions sur les circonstances de la rencontre, les antécédents migratoires du conjoint étranger, les antécédents matrimoniaux, des questions destinées à tester la connaissance du conjoint français par le conjoint étranger, etc., etc. Et donc, la circulaire définit les mariages de complaisance comme tout mariage qui ne repose pas sur une volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme, qu'il ait été conclu exclusivement à des fins migratoires, obtenir un titre de séjour ou pour obtenir un avantage professionnel, le fameux rapprochement des époux, mais ça, vous pensez bien que ça n'est jamais utilisé dans ce cas. Et puis la troisième méthode, c'est la répression pénale. Délit de mariage de complaisance passible de 5 ans d'emprisonnement. Euh, alors, l'utilité pratique de cette incrimination est douteuse, puisqu'un mariage de complaisance encourt l'annulation. Elle a surtout donc une fonction d'intimidation, mais aussi de stigmatisation des étrangers. Le nouveau délit est sélectif. Pourquoi? Parce que si vous concluez un mariage avec un fonctionnaire, enfin, entre deux fonctionnaires, pour obtenir une mutation, un rapprochement des conjoints ou un avantage fiscal, c'est pas, ça tombe pas sous le coup de la loi pénale. C'est pas bien, mais ça ne compte pas sous le coup de la loi pénale. Et puis on a imaginé en 2011 de réprimer les mariages gris. Les mariages gris, c'est ceux qui ont été conclus par un étranger en trompant l'époux français. On va mettre l'épouse française sur sa véritable intention, c'est-à-dire qui dit qu'il l'aime et qu'en vérité, il veut juste avoir un titre de séjour.
Le législateur, après les mariages de complaisance, a entrepris de s'attaquer aux paternités de complaisance. Là aussi, délit passible de 5 ans de prison, la reconnaissance d'un enfant aux seules fins d'obtenir ou faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. Alors que, en principe, vous avez la loi, vous avez le droit de reconnaître un enfant qui n'est pas le vôtre. Un père, enfin un homme a le droit de reconnaître un enfant qui n'est pas vraiment le sien. C'est une possibilité ouverte par la loi. Et là, non, c'est pas possible. Et même, on a imaginé à Mayotte que les frais liés à la grossesse et à l'accouchement devraient être acquittés personnellement et solidairement par la mère et par le père qui a reconnu l'enfant. Là, c'est une sanction financière, je dirais. Voilà. Bon, on peut se demander si les paternités de complaisance sont à ce point répandues pour justifier l'intervention du législateur. Voilà. Euh, alors, vous avez aussi d'ailleurs la loi de 2018 qui, là aussi, a durci les conditions d'obtention du titre de séjour pour les mères étrangères dont l'enfant a été reconnu par un père français. Bon, j'ai peut-être pas le temps de dire, on pourra y revenir, j'ai pas trop le temps. Et puis, autre élément de stigmatisation, bien sûr, l'étranger polygame. Le mot polygame où l'expression vivant en état de polygamie revient 19 fois dans le CESEDA. Alors, on le trouve d'abord dans la disposition qui interdit le regroupement familial euh, polygamique et dans celle qui interdit de délivrer une carte de résident à un étranger vivant en état de polygamie et à ses épouses, interdiction qui date de 1993, mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'on les retrouve aussi lorsqu'il s'agit de refuser la carte vie privée et familiale à des étrangers dont il n'y a aucune raison de penser qu'ils puissent être polygames, voire pour certains d'entre eux dont on ne voit pas, ou dont en tout cas moi je ne vois pas juridiquement comment ils pourraient l'être. Le conjoint de français. Comment est-ce qu'un conjoint de français, donc quelqu'un qui demande un titre de séjour en tant que conjoint de français, pourrait être polygame alors que pour se marier avec un Français, il a bien fallu qu'on vérifie sa situation. Le conjoint d'un étranger titulaire de la carte scientifique, peu probable. Les étrangers qui peuvent obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires, au point qu'on finit par se demander pourquoi on n'en parle pas pour les étrangers malades. Et alors, moi, j'avais trouvé un exemple caricatural de cette irrationalité dans une circulaire de 99 prise pour l'application de la loi sur le Pacs. La circulaire précise qu'un étranger paxé peut demander une carte de séjour vie privée et familiale à condition qu'il ne vive pas en situation de polygamie. Or, on ne peut conclure un pax que si l'on n'est pas marié. Donc, cette précision est dénuée de toute portée et on ne peut donc l'interpréter que comme la manifestation à l'état pur de l'amalgame immigration égale polygamie. Alors, on a aussi fait valoir à l'époque déjà que cette chasse aux polygames dans sa radicalité avait pour principale conséquence de pénaliser les femmes, ne serait-ce que parce que le mari peut facilement retrouver son droit au séjour en répudiant une de ses épouses. Et donc, elle, par contre, j'avais écrit un article qui s'appelait La double peine des femmes de polygame, pour les raisons que vous comprenez bien. Alors, si on s'en tient dans ma problématique à l'effet de discours, il est clair que la façon de toujours mettre au premier plan la polygamie dès qu'on parle d'immigration, comme si les deux phénomènes étaient nécessairement liés, alors que la polygamie ne concerne statistiquement qu'une petite, une faible fraction des étrangers résidant en France et qu'elle est cantonnée à certaines communautés, à mon sens, c'est ni innocent ni indifférent parce que c'est cédé à une facilité démagogique en brandissant à tout bout de champ le spectre de la polygamie. On accrédite dans l'opinion l'idée que les immigrés ne sont décidément pas intégrables et ils sont également euh, euh, violents, exciseurs, incivils. Et ça, je le dis parce que, de fait, le législateur a aussi pointé l'étranger exciseur, violent et incivil. Alors, ça ne se voit pas quand on lit directement, parce que
la personne condamnée pour avoir commis sur un mineur de 15 ans des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et ça vise en fait l'exclusion, ou s'est rendu complice d'un tel crime, ne peut pas se voir délivrer de carte de résident. Alors pourquoi avoir précisé ça alors que la condamnation pour crime ne laisse de toute façon aucune chance d'obtenir un titre de séjour? Donc, est-ce que ce n'est pas là encore un effet de stigmatisation? euh, Là aussi, bon, je laisse tomber. On pourrait également parler des textes sur la déchéance de nationalité. Je vais ça laisser tomber. Alors, l'étranger, c'est aussi quelqu'un de machiste, irresponsable, qu'il faut éduquer aux valeurs de la République. Ça, c'est une innovation au départ de la loi de 2003 qui a subordonné l'accès, donc la première loi Sarkozy, qui a subordonné l'accès à la carte de résident à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française. Et en 2006, on a rendu plus contraignante cette condition. On en a généralisé le champ d'application. Tout étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement doit, entre guillemets, préparer son intégration républicaine dans la société française et pour ça, il doit conclure avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'oblige à suivre une formation linguistique et dans tous les cas une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et, bien entendu, la laïcité. Alors, la loi Hortefeux avait imaginé quelque chose qui finalement a été abandonné parce qu'on s'est aperçu que c'était impraticable, mais qui est quand même resté en vigueur un certain temps, la loi Hortefeux de 2007. Les membres de famille et conjoints de ressortissants français qui voulaient venir en France par le regroupement familial devaient se soumettre dans le pays d'origine à une évaluation, c'était juste une évaluation de leur degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République, et, si besoin, suivre une formation dont la durée pouvait aller jusqu'à 2 mois. Donc, on leur demandait de suivre une formation, ce qui était déjà très compliqué, mais enfin, ça s'arrêtait là. Ça a été abandonné parce qu'on s'est aperçu que c'était impraticable. Mais vous savez peut-être que dans, dans ce qui est devenu la loi Darmanin, mais ce qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel comme ne faisant pas partie du sujet, ce qui lui a évité de se prononcer sur le fond, il y avait quelque chose qui allait beaucoup plus loin, puisqu'il fallait que les personnes qui veulent venir en France se soient déjà aient pris des cours et puissent faire la preuve qu'ils ont déjà un minimum de connaissances du français. Alors, ensuite, parmi les critères qui conditionnent la délivrance d'une carte de séjour en raison des liens personnels et familiaux en France, donc la carte de séjour vie privée et familiale, on va faire vérifier son insertion dans la société française en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Et puis, pour l'accès à la carte de résident, il faut prouver son intégration républicaine dans la société française, apprécier en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française. La même chose pour l'étranger qui demande à faire venir sa famille, il doit se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Donc les lois de la République, les valeurs de la République, etc. Et en fait, si la condition d'intégration n'est pas définie de façon suffisamment précise pour exclure tout arbitraire, c'est le moins qu'on puisse dire, on voit quand même se décider en creux ce qui manque potentiellement à l'étranger. Et franchement, l'image qui ressort des textes, c'est bien celle du musulman qui opprime son épouse.
liberté, égalité, laïcité. Et dans un livret d'accueil distribué par l'Office, je n'en ai plus retrouvé la trace, à vrai dire, hier j'ai cherché, mais qui était remis à tout nouvel immigré, on voyait bien, il présentait comme ça le contrat d'accueil et d'intégration. Vous vous êtes engagé à respecter les valeurs fondamentales de la République que sont la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, la sûreté et la laïcité. Euh, il faut respecter les valeurs fondamentales et notamment liberté, égalité des droits entre les hommes et les femmes et la laïcité. Et on répète, les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes, etc., etc. Et bon, vous savez à cet égard que la loi Darmanin a été encore plus loin, puisque indépendamment, d'ailleurs, je ne vois pas très bien comment ça se coordonne, mais je pense que le contrat d'accueil et d'intégration, bien sûr, il reste, et ça oblige à un certain nombre de, comment dirais-je, d'obligations concrètes de suivre une formation, alors que là, il va falloir signer un contrat d'engagement au respect des principes de la République. Si vous ne le signez pas, vous n'aurez rien. Si vous ne le respectez pas, on vous retirera vos titres de séjour. Euh, et donc voilà l'énumération des engagements. Respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République, l'intégrité territoriale, je ne vois pas très bien ce que ça vient faire là, et surtout à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Et là, on voit bien comment toute manifestation de refuser de serrer la main, etc., qui jusqu'à présent a été prise en compte pour refuser la naturalisation, ici pour être prise en compte pour refuser le simple droit au séjour. De même, en ce qui concerne les enfants, la loi Darmanin prévoit que si les parents, s'il est parent, l'étranger s'engage à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers l'acquisition de la langue française. Là, je dois dire que je ne comprends pas bien parce que le môme, a priori, il ira à l'école et l'acquisition de la langue française, il l'acquérera mieux que ses parents, sans doute. Voilà, donc ça, c'est encore, si vous voulez, voilà, c'est encore une espèce de logomachie, mais qui est clairement stigmatisante parce que ça ne veut rien dire. Le môme, il va à l'école et en principe, c'est l'école qui va lui indiquer, inculquer les valeurs de la République et qui va lui apprendre surtout la langue française s'il ne la sait pas. Et même dans la loi Darmanin, on a ajouté que les étrangers bénéficiaires d'une décision temporaire d'exercer une profession médicale doivent signer la charte des valeurs de la République et de la laïcité. C'est quand même beaucoup. Alors, pour terminer, j'ai essayé d'aller à la recherche du bon étranger. Euh, Déjà, Nicolas Sarkozy, en 2003, il avait fait cette fameuse balance entre l'immigration choisie et l'immigration subie. Alors, il avait quand même eu ces mots un peu incroyables, l'immigration que nous subissons, comme le regroupement familial et les demandeurs d'asile. Donc, nous subissons parce qu'il y a des lois internationales. Bon, et l'immigration choisie en fonction des besoins de notre économie et de notre capacité d'intégration qu'il convient d'encourager. Et Darmanin, finalement, il a dit un petit peu la même chose en des termes encore plus crus. Hein, vous savez, il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Voilà. Ou la politique, c'est vraiment un abaissement extraordinaire. Et donc, cette rhétorique devrait logiquement déboucher dans le CESEDA euh, sur un régime de faveur. Alors, c'est difficile à repérer. Euh, bon, il y a eu déjà dans la loi de 2006, on avait prévu la possibilité d'accorder une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire sans que la situation de l'emploi soit opposable aux étrangers qui souhaitent occuper des emplois dans les fameux, là où on connaît des difficultés de recrutement
mais c'est pas vraiment là qu'on va trouver la figure du bon étranger, puisque simplement leur droit au séjour est indexé sur les besoins de l'économie française et ils sont précaires et ils sont évidemment jetables. Alors, la carte compétences et talents qui a été créée en 2006 correspond mieux a priori à la figure du bon immigré. Elle est délivrée à l'étranger, susceptible de participer du fait de ses compétences et de ses talents de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement notamment intellectuel, culturel, humanitaire ou sportif de la France. Mais cette figure reste largement théorique puisque à peine quelques centaines de cartes avaient été délivrées à l'époque, à la suite de ça. Alors aujourd'hui, on a des cartes pluriannuelles qui vont porter la mention, ça c'est la loi Darmanin, talent ou talent salarié qualifié ou talent porteur de projet. Donc j'ai essayé de voir ce que disait euh, la carte porteur de projet pour ne pas vous les faire toutes. Alors, il a obtenu un diplôme équivalent au grade de master. Il justifie d'un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France, ou il justifie d'un projet économique innovant, ou il procède à un investissement économique direct en France. Et puis vous avez aussi la carte talent carte bleue européenne. Là aussi, bon, je vous laisse, je lis pas, mais enfin c'est toujours un petit peu la même chose. Une rémunération à peu près de 4 000 € par mois, destinée à attirer les travailleurs hautement qualifiés, etc., etc. Alors, donc, il n'y a pas beaucoup de bons étrangers. Donc, du coup, je terminerai par là, j'ai été en chercher la trace dans les dispositions du Code civil sur la naturalisation. Alors, effectivement, nous avons Alors, vous savez qu'il faut un stage pour être... parce que je l'ai mis ici, voilà. Il y a une durée de stage de 5 ans en général pour pouvoir demander euh, la, la naturalisation. Et donc, cette durée est réduite à 2 ans lorsqu'il a eu 2 années d'études supérieures ou qu'il a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ou qu'il présente un parcours exceptionnel d'intégration apprécié au regard des activités menées ou des activités accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs, bien sûr, dispense de stage l'étranger qui a accompli des services militaires dans une unité de l'armée française, etc. Ou l'étranger qui a reçu des services exceptionnels. Alors l'autre, c'était important, ça fait 2 ans, exceptionnel, ça fait 0 ans. Ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel qu'à des artistes, des intellectuels et des sportifs de haut niveau. Et je vous signale une circulaire du 14 septembre 2020 pendant l'épidémie de Covid relative à la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'épidémie de Covid, 14 septembre. Et en fait, le dispositif, il a été arrêté le 15 juillet 2021. Et là, évidemment, ça fait tout ça, mis bout à bout, ça fait quelques unités par an. Et par conséquent, bon, l'image négative de l'étranger, euh, finalement, ce n'est que le reflet atténué d'un discours politique qui est parfois ouvertement xénophobe, mais je maintiens, pour revenir à mon introduction, je maintiens que le fait d'avoir intégré dans les textes cette image dépréciative n'est pas anodin parce que, en raison de ce que je disais au départ, c'est-à-dire de ce capital d'autorité, de légitimité qui s'attache au droit, hein, la loi écrite, et qui finalement, comme je disais, légitime des situations. Donc le droit indique finalement ce qui est normal de faire ou de penser, vous avez donc les catégories juridiques qui produisent un effet d'accoutumance. On s'habitue aux mots, aux représentations qu'ils véhiculent, et finalement, on finit par trouver normal des situations ou des pratiques le droit que le droit intègre dans ces mots. Euh,
aussi exorbitante soit-il par rapport à des principes d'égalité auxquels on est attaché. Voilà, voilà à peu près ce que je voulais, l'essentiel de ce que je voulais vous dire.